Salut tout le monde, bienvenue dans 100% Giro, le deuxième épisode de notre talk où on vous résume toute l'actualité du Giro en mode espresso. À mes côtés pour débriefer cette deuxième étape, Gérard Bulens. Salut Gérard. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Et puis avec nous aussi, présent en duplex, Rodrigo Benkens. Bonjour Rodrigo. Ciao tutti. Alors messieurs, vous venez de commenter l'étape en direct sur notre canal Vivasport. Je rappelle d'ailleurs qu'on peut suivre toutes les étapes du Giro en direct commenté sur notre canal audio Vivasport. Il est disponible sur Ovio, sur la radio DAB et aussi sur l'application Radio Player. Alors cette deuxième étape du Giro, elle proposait 202 km entre Teramo et San Salvo. Encore une fois le long de la côte adriatique. Comme attendu, la victoire s'est jouée au sprint et elle est revenue à Jonathan Milan qui a devancé David Decker, Caden Groves et le Belge Arne Marit 4e. Remco termine lui assez tranquillement au sein du peloton et conserve son maillot de leader. Rodrigo, d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une journée sans embûche pour Remco ? Je le pensais déjà avant la chute à 4 km de l'arrivée. Donc, a fortiori, compte tenu de ce qui s'est passé, certainement, dans une étape, on retiendra une échappée, un crash et un sprint surpuissant. On va le voir, le top 10 de cette deuxième étape maintenant et le classement général qui lui n'a forcément pas beaucoup bougé. Gérard, votre avis sur cette deuxième étape et sur le style aussi de Jonathan Milan dans son sprint. Moi, il m'a fait penser à Tom Bonnen. Il a, je trouve, le même gabarit, grand et costaud, et puis il faisait aller sa tête en avant comme ça, on aurait dit Tom Bonnen, non ? Oui, ça y ressemble un peu. C'est un pistier aussi. Il a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques sur la piste en poursuite par équipe. C'est une première chose. Il est très puissant. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, qui peut apporter beaucoup de choses dans le sprint en Italie. Il a bien été emmené par deux équipiers, Sutterlin notamment, et donc il réussit à sortir dans les 100 derniers mètres surpuissant vraiment. Je pense que pour l'Italie, c'est une belle étape. Ouais, et Soudal Quickstep qui n'a pas eu besoin finalement de rouler et de prendre la responsabilité derrière cette échappée. Les équipiers de Remco Evenepoel étaient plutôt tranquilles à l'avant du peloton, mais pas à tirer ce peloton. Non, ils n'ont pas dû travailler aujourd'hui. C'était la solution idéale. On sait que les épreuves, les étapes pour les routiers sprinters ne sont pas très très nombreuses. Donc dans ces étapes-là, ils pourront profiter du travail de ces équipes-là. Maintenant, il y a quand même toujours le risque. Le risque, tout le monde est frais. Toutes les équipes veulent essayer de gagner et donc même avec une longue ligne droite d'1 kilomètre et une approche, la chute s'est faite à 3,5 km de l'arrivée, une approche qui était quand même assez clean. On a ce genre de situation et ça tombe de l'autre côté, heureusement pour eux, mais il y a quand même des victimes aujourd'hui. Ouais, Rodrigo, votre avis par rapport au non-travail, entre guillemets, évidemment, de l'équipe de Remco Evenepoel ? Oui, c'est assez normal. Je crois que Gérard a dit l'essentiel, mais il y avait certainement entre 10 et 12 équipes qui espéraient pouvoir s'imposer aujourd'hui. Donc forcément, c'était une situation idéale véritablement pour les coureurs. Mais on a quand même vu à des moments clés, et pas seulement au moment de la chute. Moi, j'avais déjà vu à plus de 100 km de l'arrivée, dès que c'était un petit peu dangereux, tout de suite, Remco Evenepoel aux alentours de la 5, 6, 7, 8e place. Souvent les mêmes coureurs pour le protéger. Tout ça a été bien travaillé, bien réfléchi. On verra Van Wilder, on verra Hirt dans la montagne certainement, mais ici, Czerny, Ballerini, très important dans des étapes comme aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'il faut un peu de facteur chance aussi lorsqu'une chute se produit. Mais je sens quand même que c'est un des domaines où Remco a le plus progressé aussi, c'est le métier, c'est le fait de savoir gérer ça. Je pense qu'il y a encore 2 ans, quand il est arrivé sur le Giro dans les conditions qu'on sait, il aurait été peut-être pas tétanisé, mais pas à son aise. Or ici, on voit qu'il y a beaucoup de sérénité, qu'il a beaucoup appris à cela, cette manière de frotter, d'être au bon endroit dans les 3, 4, 5 derniers kilomètres, mais aussi avant. Et ça, ça me paraît absolument essentiel. Au-delà de ça, moi, ce qui vraiment me réjouit aujourd'hui, c'est de voir l'âge des 5 premiers du sprint. Milan 22,
Decker 25, Grooves 24, Marit 24 et Meyerhofer 22 ans. C'est quand même un peu à l'image de ce qu'on voit beaucoup cette saison, hein. Ouais, et on va en reparler tout de suite, hein, Rodrigo, parce on va rester dans le camp de Remco Evenepoel. Je voudrais qu'on découvre ensemble les images de son speech hier soir à l'hôtel avant de passer à table. Un extrait du speech du leader après sa victoire d'étape et son maillot rose. On regarde. I think today I cannot thank the boys, but more the staff for preparing everything, the bikes, the material, the car behind, the nutrition also. I feel like gentlemen, so it's a long way still to Roma, but I think we couldn't wish for a better start. So we stay focused, stay out of trouble. Voilà, ça c'était le speech de Remco Evenepoel. Et puis a assisté à ce speech Nicolas Koosmans de l'équipe Soudal Quick-Step. C'est le mécanicien en chef. On l'écoute à propos de ce speech de Remco Evenepoel. Il y a eu un petit verre de champagne à l'hôtel? Bien sûr, ouais, on a bu une parce que Rome c'est encore loin. Mais si tu gagnes, c'est normal, une petite fête. Comment il était hier soir à l'hôtel? Soulagé d'avoir réussi ce qu'il a réussi? Ben, il est toujours tranquille, quand même avec une victoire comme ça. Mais ouais, Remco il est toujours avec ses deux pieds en bas, tu sais. Il aime bien ça, ça met la pression sur lui et à cause de ça, il est encore mieux. Donc, ouais, on peut être content avec ça, hein. Voilà, Nicolas Koosmans, ce mécanicien en chef chez Soudal Quick-Step. Gérard, votre réaction après ce discours de Remco Evenepoel? Il n'a que 23 ans, mais c'est déjà un patron, hein. C'est un patron, c'est un meneur d'hommes. Il était déjà Anderlecht quand il jouait au football. C'est la même chose maintenant. Il l'a prouvé à la Vuelta. Petite remarque quand même, je connais un peu ce milieu-là. C'était une bouteille pour Patrick Lefebvre, un verre pour les coureurs. Rodrigo, vous évoquiez la maturité de Remco à l'instant. Ben là, dans ce discours, on la ressent aussi, hein. Oui, tout à fait, mais je suis encore en train de rire de Gérard. Oui, il y a énormément de maturité, ça c'est clair. Et je pense que ça transperce sur le groupe. J'ai l'impression que chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Alors c'est pas tout à fait la même équipe qu'à la Vuelta. D'ailleurs, parmi les 7 équipiers de Remco, seuls les 3 Belges étaient sur la Vuelta. Mais on sent que dans la dynamique, il y a véritablement quelque chose. Et vous savez, quand je le disais après Liège-Bastogne-Liège, un Van Wilder, vous le mettez au départ dans une équipe comme Lotto. Non, Lotto n'est pas venu, donc on va prendre une autre équipe. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous le mettez dans une équipe qui n'a pas nécessairement d'ambition au classement général. Peut-être que Van Wilder fait top 10. Hein. Et là, on est dans quelque chose. La différence, c'est ce leadership qu'il a. Je crois que là vraiment, vous l'avez montré à travers ces images et d'après les informations que j'ai, c'est quelqu'un qui vous donne envie en fait de vous mouiller le maillot pour lui, hein. Mais c'est important. Et ça, ouais, c'est très très important. Je vous propose maintenant de passer à la question ou le débat du jour. Aujourd'hui, c'est vraiment un débat, même si ça va être vite réglé. Je voulais qu'on revienne sur le fiasco d'hier autour du maillot de meilleur grimpeur. Petit rappel des faits, pour commencer, c'est nécessaire. Vu que la première étape était un chrono, les organisateurs ont décidé en fait de calculer les temps précis de la bosse finale du parcours pour désigner finalement le coureur le plus rapide sur cette bosse et lui donner le maillot de meilleur grimpeur. Alors, fin d'étape, l'organisation convoque Brian McNulty en lui indiquant que c'est lui qui a réalisé la montée la plus rapide. L'Américain était un peu surpris, mais il est monté sur le podium, il enfile le maillot, mais patatras, ce matin, on lui dit « Désolé, finalement, on s'est trompé, ce n'est pas toi, c'est Theo Goggenhardt qui a réalisé la montée la plus rapide et qui va porter le maillot bleu de meilleur grimpeur. » Gérard, c'est quand même un peu n'importe quoi, ça, à ce niveau-là.
Oui, parce que les temps sont pris d'une façon électronique et c'est assez curieux qu'une erreur comme ça survienne encore au moment où effectivement on prenait les temps manuellement. On aurait pu imaginer effectivement, mais ici ça touche l'incompréhensible, mais ça prouve aussi au plus haut niveau, il peut y avoir ce genre d'erreur. Pourtant, très très franchement, il ne faisait pas si chaud que cela hier sur le Giro et donc le jury ne doit pas avoir exagéré pendant la journée. Rodrigo, Tao Geoghenaert a loupé un podium. Alors, l'équipe Ineos Grenadier est habituée au podium. Ça ne doit pas être dramatique pour elle, mais quand même, c'est un coureur qui loupe un podium. Oui, en 1904, lors la deuxième édition du Tour de France, il a fallu attendre le mois d'octobre pour savoir que le vainqueur, c'était le 4e, parce que les 3 premiers étaient déclassés, parce qu'il paraît qu'ils étaient montrés dans le train et qu'ils avaient coupé le chemin. Non, mais c'est clair que pour un champion, ça n'est pas la même chose. Mais non, moi, je m'interroge. Déjà, sur l'hypothèse de départ, fallait-il, avec le chrono d'hier, mettre un meilleur grimpeur? Je suis pas sûr. Ouais, heureusement, ce fiasco va être rapidement oublié, puisqu'aujourd'hui, le Français Paul Lapeyras s'est emparé du maillot du meilleur grimpeur. Et là, il n'y a pas de discussion. Allez, on va passer à la préface de demain, la 3e étape. 213 km entre Vasto et Melfi. Une première partie relativement plate, mais ensuite, ça se corse dans les 40 derniers kilomètres, avec 1400 mètres de dénivelé tout de même sur la fin. Rodrigo, est-ce que les sprinteurs vont pouvoir résister à ce final quand même plus compliqué ? C'est une bonne question. En tout cas, les 5 premiers aujourd'hui, voilà les coureurs peut-être qui auront un peu plus de difficultés à passer. Pour moi, il y a 3 coureurs rapides qui sont plus que des sprinters. C'est Mats Pedersen, c'est Matthews et c'est Kort Nielsen. Alors, j'imagine que ces 3 équipes-là auront intérêt à durcir pour essayer de se débarrasser des Grooves, des Milan désormais, peut-être Decker, Gaviria aussi, qui voudra prendre une revanche. Et inversement, comme il y a très peu d'opportunités dans ce Giro, ces équipes-là vont justement essayer, elles, de faire en sorte que leurs sprinters ne lâchent pas. Maintenant, l'étape de demain est intéressante pour le maillot cyclamen et pour la victoire d'étape, mais on est déjà avec l'envie de voir l'étape d'après-demain, parce que n'oubliez quand même pas qu'aujourd'hui, dans le top 8, il y a 3 gars qui ont perdu du temps. McNulty a perdu 12 secondes, il passe de la 8e à la 9e place. Geoghenaert et Vine, qui avait fait un très bon chrono, ont perdu tous les deux 19 secondes. Ils perdent 4 places pour Geoghenaert et 3 places pour Vine. Des garçons comme Kort Nielsen, comme Carty, comme Uran ont aussi terminé à 19 secondes. Donc vous voyez déjà les écarts hier, plus encore ces 12-19 secondes pour 3 coureurs peut-être candidats au top 10, ça fait beaucoup. On en parlait avec Gérard. L'équipe UAE avait placé 3 coureurs dans le top 10. Ils sont toujours là à 3, mais derrière Almeida, les grands battus aujourd'hui, c'est McNulty et c'est Vine, avec Geoghenaert. Gérard, on va se prêter à notre petit jeu quotidien où je vous demande de vous mettre dans la peau du directeur sportif de Remco Evenepoel. Qu'est-ce que vous allez lui dire par rapport à cette étape ? Je pense que l'étape de demain risque d'être très très semblable. Il faudra être très attentif dans les 40 derniers kilomètres parce qu'on peut s'imaginer que déjà certaines équipes qui ont été distancées au classement général essayent de mettre un plan pour déstabiliser ou pour faire souffrir l'équipe. Parce qu'on ne mettra pas cette équipe en difficulté demain avec les difficultés qui sont présentées. 6 km d'ascension, 6,5%. Ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas suffisant. Mais on peut fatiguer l'équipe de Remco, donc il faudrait être attentif. Ils l'ont été aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes au corps qui ont de la fraîcheur et qui vont vouloir aller chercher l'étape demain. On aura certainement dans cette fameuse ascension la volonté de déstabiliser des gens comme Cavendish, des gens comme Gaviria. Ça ne sera pas si compliqué que ça puisque Marc était déjà dans la chute aujourd'hui. Alors pour se quitter, je vous propose le petit dicton, le proverbe italien du jour. Gérard, je vais vous demander de le lire.
On va dans le micro, Gérard. Ah oui, je reprends mon micro, j'ai oublié dans la lecture. Chi aspettare puote viene a ciò che vuole. Alors, si on traduit, ça donne « Qui peut patienter finira par arriver ». C'est un petit peu résumé la journée de Remco, ça ? Ça résume très très bien la journée de Remco, mais je pense que si ses adversaires adaptent ce dicton, ils vont arriver à rien du tout. Rodrigo, ce dicton « Qui peut patienter finira par arriver », ça vous évoque quoi ? C'est exactement ce que Evenepoel a appris sur le Tour d'Espagne. Il a dû rouler contre nature avec un début de Tour d'Espagne à Bilbao, dans la région du Pays Basque, où il avait des étapes pour essayer de les gagner, mais c'était pas des classiques. Donc il va se retrouver dans cette situation-là mardi. Parce que si Evenepoel avait été dans la situation de Roglic, il aurait trouvé un terrain magnifique. Alors maintenant, rien ne dit qu'il va être si patient que ça, parce que il est dans la forme de sa vie, il est super mentalement avec tout ce qui s'est passé depuis Liège-Bastogne-Liège. Qu'est-ce qui dit que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut savoir être patient, mais à un moment donné, peut-être enfoncer le clou. Bien, merci Rodrigo, merci à vous Gérard. On se retrouve tous ensemble demain pour débriefer la 3e étape que vous pourrez suivre en direct sur Viva Sport. En attendant, pour toute l'info Giro, rendez-vous sur notre site web et sur les réseaux sociaux de la RTBF, le compte RTBF Sport. À demain, ciao.